Bonsoir et bienvenue sur ce nouveau rendez-vous de l'Agora Flotte Auto et Mobilité. Nous sommes ce soir avec deux invités d'honneur, donc Philippe et Melchior, merci à vous deux d'être présents avec nous pour traiter notamment des enjeux et surtout de l'évolution du métier des responsables flotte auto mobilité à 2030. Voilà. Donc on sait qu'aujourd'hui ce métier est en évolution, en ébullition et en émulation même, très chamboulé par la législation, par les enjeux énergétiques. Donc ce soir, nous aurons l'occasion effectivement d'en parler avec nos invités. Donc Philippe, en quelques mots, je vous laisse vous présenter. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Je suis Philippe Ambon, je suis directeur du développement chez Olson. Olson, on est un acteur dédié à la performance des flottes auto avec deux métiers cœur, du conseil, réduction de coûts, accompagnement à la transition énergétique, qui est la raison d'être de l'entreprise, tout ce qui tourne autour de l'organisation, les process, les outils de la gestion du parc. Et puis, on a une activité de fleet management, donc de gestion externalisée, on gère environ 10 000 véhicules. Et puis, on a deux métiers support, la distribution d'un logiciel de gestion de flotte et surtout une activité de formation, parce que ce métier... il ne s'apprend pas de manière académique, on apprend souvent sur le tas et finalement on a développé des modules pour accompagner les gestionnaires et leurs managers d'ailleurs à mieux comprendre les enjeux de ce poste. Très bien, merci beaucoup Philippe d'être avec nous ce soir. Je vais laisser la parole à Melchior. Merci également Melchior d'être avec nous, venu de Belgique, Bruxelles spécialement pour nous. Merci. Avec plaisir, c'est pas très loin, on est mobile en Europe, hein. Voilà. C'est le thème de la journée. Bonjour à tous et merci de nous accueillir. Donc, mon nom est Melchior Watley, je suis le CEO d'une boîte qui s'appelle Nexus Communication, qui est en fait une entreprise experte dans tout ce qui est fleet et mobilité. D'un point de vue international, on a une spécificité d'être vraiment international. Et donc, on produit, grâce à cette expertise, des médias, de l'éducation également, aussi du network et des grands événements où se regroupe l'ensemble de ce petit monde très spécifique, mais dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Et puis on a aussi un marketplace, donc des plateformes de digitalisation. Et enfin, on fait aussi de la consultance, mais plus dans l'élément PIA, c'est-à-dire comment est-ce qu'on positionne ce secteur d'une manière un petit peu plus valorisante que de la manière dont il est perçu aujourd'hui. Donc prendre un peu de hauteur aussi par rapport au métier. Très bien, merci à vous deux. Donc le constat, c'est qu'aujourd'hui, le métier se complexifie énormément. On l'a dit pour différentes raisons. Donc aujourd'hui, votre analyse, quelle est-elle au niveau national, mais également international? Donc Philippe. C'est intéressant de regarder combien de voitures gère en moyenne aujourd'hui un gestionnaire de flotte. On constate que ce chiffre s'écroule depuis 10 ans et c'est pas très compliqué. C'est que si on gère moins de voitures, c'est que le métier s'est complexifié. Alors on s'est posé la question de se dire mais pourquoi plus de complexité? Et la complexité, elle vient du fait qu'on a un sujet de réchauffement climatique, que la voiture est la première source d'émissions de CO2 aujourd'hui d'un Français. C'est à peu près 2,6 tonnes sur une empreinte à 10 tonnes. Et que le gouvernement a dit, finalement, passer de 2,6 tonnes à 800 kg, ça s'appelle un véhicule électrique. Donc ça a un impact majeur sur l'empreinte carbone. Mais comment y arriver? Et donc on doit travailler sur deux cibles qui sont les particuliers et les entreprises. Or, le véhicule dans l'entreprise, si faire la transition d'un véhicule thermique à un véhicule électrique se contentait de dire « je remplace une Clio par une Zoé », ça se saurait. C'est un sujet qui touche toutes les directions de l'entreprise. Et donc, on a une fiscalité qui s'est complexifiée. On a des demandes autour de sujets qu'on ne maîtrise pas. Il y a de la nouveauté à intégrer. Il y a de la résistance au changement. Et donc, ce métier s'est énormément complexifié au cours des 10 dernières années. Et accompagner la transition énergétique a rendu le métier plus complexe. En tout cas, c'est le constat que je fais sur la France. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez chez vous au niveau européen, Melchior? Tout à fait. C'est exactement la même complexité qu'on remarque un peu partout en Europe, avec peut-être une spécificité au niveau européen. En ce sens qu'au niveau européen, on est un peu des précurseurs en la matière. Et il y a eu cette volonté de verdir quelque part le parc automobile. C'est la meilleure manière de réduire notre CO2. C'est vrai que s'il y a moins de voitures, si ces voitures polluent beaucoup moins, si elles sont principalement électriques, ça va avoir un impact environnemental. Donc tout le monde, quelque part, s'est engouffré dans cet objectif, mais il faut garder comme employeur la même attractivité par rapport aux véhicules. Il faut garder les mêmes TCO, ça veut dire qu'il ne faut pas que les prix explosent. Donc tout ça, c'est comment est-ce que je parviens à rencontrer cet objectif environnemental tout en gardant la même rentabilité, tout en gardant cette même attractivité. Et cette tension complexifie le marché, avec en plus des régulations partout en Europe. C'est vrai que la France a fait fort en ce début d'année 2025, mais avec des changements extrêmement forts, extrêmement impactants. Ça impacte financièrement de manière extrêmement forte tous les acteurs. Et puis aussi avec une recomposition du paysage.
toutes ces sociétés dans le secteur de la gestion de flotte, dans le secteur des distributeurs automobiles, ils sont tous en train de se regrouper pour devenir plus gros, pour devenir plus importants, mais ça complexifie aussi ce travail de gestion de flotte au sein des entreprises. Donc tout ça, je dirais, génère de la complexité, rend le travail, mais aussi peut-être plus attrayant, parce que les défis sont colossaux, et parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui gère bien sa flotte automobile, qui gère bien sa question de la mobilité, elle peut être plus rentable, plus attractive et mieux atteindre ses objectifs de CO2. Donc, c'est plus complexe, mais en même temps, ça peut être aussi une très belle opportunité. Ah, donc ces sujets environnementaux, ils sont intéressants intellectuellement également pour aboutir à des résultats intéressants également pour l'entreprise. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au-delà de ça, j'aime bien les images, mais le principal sujet de la conduite, de cette décarbonation, le problème se situe généralement entre le volant et le dossier du fauteuil. Comment j'éduque, comment j'acculture les gens, comment je fais comprendre les challenges. Si je me permets, c'est comme dans l'IT, c'est comme l'ordinateur. Mais oui, c'est exactement ça. L'ordinateur, et le fauteuil, c'est la même. Et on a un devoir de pédagogie. Vous voyez, tout à l'heure, je citais les 2,6 tonnes qui passent à 800 kilos. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un Français sur 10 qui sait qu'un Français émet en moyenne 10 tonnes de carbone par an, quand la cible mondiale pour respecter les contraintes GIEC est à 2 tonnes. Donc quand on dit il faut faire des efforts, si je vous dis il faut perdre 5 fois votre poids, vous allez vous dire c'est plus un effort, là, c'est une diète un peu austère. Ça devient compliqué. Et pourtant, c'est ça qu'on devrait faire. Ouais. Donc il faut qu'on trouve les leviers, et la voiture électrique est le premier des leviers. Et pour autant, on a beaucoup de gens, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Il y a beaucoup de gens qui sont en résistance. Alors que les gens qui ont basculé en électrique ont plutôt tendance à vouloir avoir envie de rester en électrique. Bon, c'est plutôt un bon signal, oui. Oui, mais en même temps, on se rend compte que le passage par la voiture d'entreprise est la manière la plus rapide et la plus forte d'aller vers cette verdification. Alors, une nouvelle fois, il reste encore des incertitudes. Est-ce que tout sera à l'électrique demain? Que va faire l'hydrogène? Est-ce qu'il aura une part? Est-ce que les nouveaux carburants vont avoir une part? Donc, c'est aussi complexe parce qu'on ne sait pas exactement vers quoi on va. Il y aura en tout cas de l'électrique, ça c'est certain. Mais est-ce qu'il y aura d'autres choses en complément? On ne sait pas. L'hybride était très à la mode à un moment, l'est un peu moins aujourd'hui. Donc, encore un élément de complexité, il faut revenir sur la première question. Mais ça veut dire aussi que toutes ces gestions de flotte automobile, ce sera la manière la plus rapide et la plus efficace de changer. Et on aura réussi lorsqu'en fait, on achètera naturellement une voiture électrique. En fait, aujourd'hui, on est encore un peu trop dépendant des législations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, les comportements changent via la fiscalité. On le sent. L'Allemagne a baissé ses incentives pour les voitures électriques. Pouf, on a eu une baisse de l'achat des voitures électriques. En Belgique, dans mon pays, on a eu la même chose. On a eu une baisse des soutiens. Directement, ça a baissé. Aux Pays-Bas, ils viennent de remonter le soutien aux voitures électriques, principalement sur les voitures commerciales. Pouf, ça a réaugmenté. Donc, on est encore un peu trop dépendant. Ouais. Je veux dire... Or, ça va évoluer parce que de plus en plus, des gens achètent une voiture électrique. Et même s'il n'y avait pas un incentive, ils achèteraient une voiture électrique. Ça fait moins de bruit. Ça consomme moins, on ne doit pas aller à la pompe. Donc tout ce qui était quelque part au départ l'élément négatif va devenir un élément positif. Et on aura véritablement réussi lorsque on achètera sans incentive. Mais on n'y est pas encore. Donc aujourd'hui, on reste encore très fort dépendant de l'ensemble de ces incentives, de ces régulations. Et en se disant qu'on parle de la voiture, mais on n'a pas encore parlé des bornes de recharge. On n'a pas encore parlé de la disponibilité de ces bornes de recharge. Vous savez qu'en Europe, aujourd'hui, on devrait doubler chaque année le nombre de bornes de recharge si on voulait être à l'objectif en 2030. Et les constructeurs automobiles disent que par rapport à ce que demande la Commission européenne, il faudrait encore 2 fois plus de bornes de recharge. Donc on est dans des logiques où on va de plus en plus, je ne dis pas vers l'inconnu parce qu'on sait globalement quel est l'objectif, mais le chemin pour y arriver reste assez compliqué et on aura réussi lorsqu'on aura retrouvé un marché un peu plus à maturité qu'il ne l'est aujourd'hui. Ok, donc c'est-à-dire que l'environnement est un moteur, si je puis m'exprimer comme ça, ainsi pour effectivement bien trouvé, voilà, pour aller vers l'électrique. Et c'est vrai qu'on souhaite effectivement que ce soit aujourd'hui une transition, mais qu'on se soit sur quelque chose, une consommation plus naturelle. Donc une fois qu'on a parlé de ça, au niveau notamment des nouvelles compétences de la fonction de responsable flotte auto, quelles vont être elles déjà d'une part, et quels sont les outils qui vont être nécessaires pour ces personnes? Alors j'entends beaucoup parler de le fleet manager est mort, vive le mobility manager. En bon français on dirait le gestionnaire de mobilité, mais j'aime plutôt à dire le gestionnaire des mobilités. En fait demain, la mobilité elle est protéiforme.
Et quand on propose un véhicule de fonction ou une alternative, et je pense que la Belgique est assez avancée, on pourra l'illustrer après, je pense, avec un exemple. Il y a quelque chose où on est bon, c'est pas mal quand même. Pas mal de choses. Mais finalement, demain, c'est être capable d'intégrer le fait qu'un collaborateur, il a une vie de travail, il a une vie de perso, et qu'on lui proposait une solution qui englobait les deux. On a vu arriver le forfait mobilité durable, qui permet de financer les vélos. On a vu des alternatives avec le crédit mobilité. On a des acteurs aujourd'hui qui sont en train de se développer fortement pour proposer des cartes qui permettent de financer facilement, de rendre sans couture le financement de la mobilité et des mobilités. Et finalement, demain, je pense que le métier du fleet manager ou du mobility manager, ça va être d'avoir la capacité d'avoir une vision globale de toutes les mobilités proposées par l'entreprise. Et on pourrait même imaginer un rapprochement du travel manager et du fleet manager. C'est une forme de mobilité. Et demain, d'être en capacité de dire, ben voilà, selon les trajets, les typicités de trajets, la fréquence des trajets, l'endroit où tu habites et ton usage personnel, on va ouvrir ou fermer des cases sur des plateformes. Et en parlant d'outils, il y a maintenant 5 ans, j'animais un atelier sur lequel on évoquait déjà l'idée d'une possible plateformisation de la mobilité pour que demain, on ait des acteurs comme Amex Travel, Carlson Wagonlit, ou des acteurs dans l'IT comme Google, ou des gens spécialisés comme les plateformes qu'on peut avoir pour réserver un taxi, une trottinette. Je pense à Citymapper. Ils ont chacun un élément qui permet de piloter une partie de l'équation, mais demain, notre métier va consister à administrer des plateformes pour ouvrir, fermer des cases aux collaborateurs sur des types de mobilité, de gérer l'argent que l'entreprise met pour financer leur mobilité. Et personnaliser aussi, exactement, de customiser. Un peu comme aujourd'hui, on peut avoir des schémas, je pense au fameux cafétéria plan belge, dont Melchior pourra probablement nous parler, mais qui sont ce côté un peu à la carte. Et donc, on va passer de quelque chose de très monolithique sur tu es telle catégorie, tu as le droit à telle voiture, à demain. Ben voilà, tu as un budget qui est posé sur la table, de quoi tu as besoin pour faire ton métier, on va mettre quelques contraintes, et puis sur le reste, ben c'est un peu open bar, tu vas composer ta salade composée de mobilité, et le mobilité manager, ben, il va devoir être le grand timonier de ce projet. Mais c'est vrai que, comme disait Melchior, c'est que les infras aussi seront nécessaires, elles sont peut-être pas encore aujourd'hui là et présentes ben là, on est en 2030. Voilà, exactement, voilà. Presque. Mais voilà, je suis sûr qu'effectivement, on va l'atteindre, mais il faut effectivement avoir notamment tous les outils nécessaires. Mais je trouve que ce qui est assez exceptionnel dans ce que dit Philippe, et par rapport au fleet manager et demain au mobility manager, ce qu'il vient d'expliquer montre à quel point le gestionnaire de flotte, qui avant peut-être un peu de manière péjorative était un peu une fonction peu valorisée, ça va véritablement devenir, pour les entreprises, une des fonctions à valeur ajoutée les plus importantes pour une entreprise. Si une entreprise veut atteindre ses objectifs environnementaux, si une entreprise veut rester attractive, si une entreprise veut valoriser son personnel, si une entreprise veut pouvoir gérer ses coûts, sur l'ensemble de ces éléments qui seront les critères de réussite ou d'échec d'une boîte, le mobility manager, le fleet manager, on l'appelle comme on veut, il va être clé là-dedans. Et donc, ça veut dire que cette fonction-là, et le rôle de cette personne au sein de la boîte pour représenter sa spécificité, pour parler avec tout le monde, pour être le bon ambassadeur de la bonne parole en termes de mobilité au sein de la boîte, ça va être fondamental. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un réinvestissement à refaire dans cette fonction, une valorisation à donner dans cette fonction, des formations à donner, parce que les réglementations changent, parce que les enjeux vont continuellement évoluer. Et donc là, il y a vraiment une valorisation à pouvoir donner dans ce secteur qui a, je trouve, un peu injustement été vu comme « ouais, bah, c'est celui qui gère les voitures, de toute façon, elles polluent, de toute façon, elle n'est jamais assez belle pour ce que je veux. » Enfin, il y a un peu une connotation compliquée, alors que je pense qu'un des grands acteurs de notre changement par rapport à tous ces éléments de modalité passera par ces fleet managers ou par ces mobility managers. Et justement, Melchior, par rapport à ça, est-ce que vous observez une disparité entre les différents pays? Vous qui êtes international, est-ce que vous voyez que la valorisation du métier est différente de façon, on va dire, singulière ou pas, suivant les pays? Est-ce que c'est marqué? Oui, parce que ça dépend beaucoup des histoires, ça dépend un peu aussi des histoires d'entreprise. Mais on sent aussi que c'est toujours tellement corrélé à la fiscalité, le statut social, que ça reste encore très nationalisé, si je peux le dire comme ça. Les grands objectifs, et c'est ça qui est un peu compliqué aussi, les grands objectifs environnementaux, de bornes de recharge, d'installation, de réseau, elles sont essentiellement européennes.
Par contre, les législations, la fiscalité, l'approche, ça reste extrêmement national. Donc, un fleet manager européen, pour lui, c'est un casse-tête. Oui. Allez, pour des boîtes qui ont des camionnettes qui doivent circuler sur toute l'Europe, c'est encore plus un casse-tête. Ah ouais. Donc, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait, je pense, véritablement harmoniser. On parle beaucoup de concurrence fiscale au niveau européen. Un des plus gros éléments de concurrence, toujours entre États au niveau européen, c'est notamment sur les gestions de flotte automobile, parce que chaque pays, évidemment, essaye d'avoir sa législation la plus favorable possible pour pouvoir attirer des centres de décision, des centres d'achat en son sein, au sein du pays. Et ça, je pense qu'il y a aussi un besoin d'harmonisation qui serait qui serait très utile au niveau européen et qui pourrait nous permettre véritablement d'avancer en la matière. Et sur la politique, je crois qu'effectivement vous êtes un peu connaisseur. C'est voilà. Vous avez pratiqué un peu. Oui, j'ai été membre du gouvernement belge, donc j'ai un peu compris aussi les contraintes d'un pays en la matière. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, entre pays européens, il y a notamment, au-delà d'accords, déjà des échanges justement pour que ce soit plus agile, que ce soit plus logique. Est-ce que ça existe ou pas? Alors, ça existe en termes de collaboration, et comme l'a dit Philippe tout à l'heure, on va de plus en plus aller vers des plateformes, on va de plus en plus aller vers des outils digitaux, ça va venir. Voilà. Alors, chaque pays tâtonne toujours un petit peu. C'est vrai qu'en Belgique, on a par exemple ce qu'on appelle le budget mobilité. Hein, c'est un peu le plan cafétéria, on appelle ça chez nous. Ouais. C'est pas pour aller au café. Hein. Ouais. C'est le plan cafétéria, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, pourquoi est-ce que la voiture est si importante pour les entreprises? C'est parce que pour l'employeur, il y a un statut fiscal ou social qui fait que pour l'employeur, c'est mieux de payer en voiture que de payer en argent. On s'est dit en Belgique, est-ce qu'on ne ferait pas l'inverse? C'est de dire à l'employeur, si vous payez en argent et que la personne à qui vous payez cela, il préfère ne pas prendre une voiture, mais il préfère par exemple rembourser son prêt pour sa maison, pourquoi pas? Où est le problème? Pour autant que cet argent bénéficie du même statut fiscal et social que s'il avait pris une voiture. Attention, toujours, disons-nous bien que tout ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, ça veut dire qu'on va réduire le nombre de voitures en Europe. Oui, j'allais rebondir donc on aujourd'hui. Va décroître. Hein. Et ça, il faut qu'on l'intègre quand même dans notre raisonnement. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas plaisir à tout le monde non plus. Hein. Je rappelle qu'aujourd'hui, le revenu des taxes de l'automobile en Europe, ça équivaut au PIB de la Belgique. Donc la voiture aujourd'hui, le nombre de personnes qui travaillent, la plus grosse industrie européenne, hein. Ça reste l'automobile. Bien sûr, ouais. Donc on se dit, c'est notre plus gros fleuron. Mais nous, en Europe, alors qu'on représente 1/9 de la production, enfin de l'achat de véhicules dans le monde, on va nous décroître, alors que tous les autres vont croître. Donc, il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact que cela va avoir sur l'économie au sens large de nos différents pays. Dans un pays comme la France ou dans un pays comme l'Allemagne, je ne vais pas vous expliquer. En Belgique, bon, on a de moins en moins de production automobile, mais il y a des pays qui, aujourd'hui, dont une grosse partie de leur économie dépend de ça. Donc il va falloir aussi intégrer tout ce changement dans l'aspect un peu plus macroéconomique que uniquement dans celui de la gestion des flottes et des mobilités. Très bien, c'est très clair. J'ai une autre question. On parlait de la valorisation du métier. Maintenant, ce qui est intéressant aussi de percevoir, c'est aujourd'hui le rôle du Mobility Manager en 2030, mais en interne. C'est aujourd'hui comment il se valorise en interne par rapport aux autres fonctions de l'entreprise, par rapport à sa gouvernance, sa position, pour être aussi drivé notamment les bons indicateurs et être justement un centre de profit. Est-ce que, Philippe, vous pouvez nous... Aujourd'hui, un bon gestionnaire de flotte, c'est déjà un timonier qui va donner un cap, mais avec un nombre d'interlocuteurs qui croît petit à petit, et c'est ça qui fait bouger le métier dans sa complexité. C'est qu'il y a quelques temps, il suffisait de bosser avec les achats main dans la main, et puis on mettait des voitures, et les achats parlaient au RH, parlaient à la finance. Et finalement, demain, il faut être en capacité de discuter avec monsieur et madame RSE. Il faut être capable de discuter aussi avec la direction de l'immobilier pour comprendre les problématiques des bailleurs pour poser des bornes, mettre un local à vélo, poser des arceaux, discuter localement avec la sphère publique pour essayer de comprendre si on peut faire des aménagements pour mettre des voies cyclables. Il faut discuter avec le travel manager. Et finalement, on est en train de dire que, on va prendre une métaphore automobile, mais le gestionnaire des mobilités, c'est un 4x4. Il a une compétence, c'est-à-dire c'est un couteau suisse. C'est pas le meilleur des couteaux, mais c'est celui qui fait un peu tout. Et donc, il peut pousser la porte de n'importe quel bureau dans l'entreprise pour être capable de dire, tiens, il faut que je vienne te parler. Tu as vu, il y a un nouveau texte qui vient de tomber sur les avantages en nature. Voilà l'impact que ça va avoir.
Et donc, cette capacité d'être le sachant d'un peu tous les métiers pour pouvoir fédérer et construire une réponse sur mesure à l'entreprise. Et par rapport à ça, Philippe, est-ce que vous observez justement dans vos clients, les gens avec qui vous travaillez, certaines personnes dans l'entreprise qui ont pris conscience de cette fonction et qui commencent justement à faire une sorte, pas de lobbying, mais d'interagir avec notamment l'ensemble des directions un peu régaliennes ou pas d'ailleurs dans l'entreprise, dans leur entreprise? Alors la mue est en cours et en fait c'est intéressant de regarder. Les sanctions pour le non-respect des quotas l'homme ont été annoncées, on n'a pas encore les décrets d'application. Et sur le marché, on constate que pas loin de 80% des entreprises jouent à la montre en disant pas de sanctions, on n'y va pas. Et les entreprises qui avaient pris le sujet en main ont réalisé que c'était un sujet de gouvernance d'entreprise qui touchait toutes les directions. Et donc j'ai envie de dire que les entreprises qui ont lancé leur transition énergétique se sont retrouvées de facto acculées au fait de devoir trouver dans l'entreprise qui allait être le pilote, celui qui allait travailler sur la construction d'une gouvernance d'entreprise sur les mobilités. Et donc, on a quelques acteurs qui ont su émerger, qui pouvaient être à la fois des gens qui s'occupaient des parcs, des gens qui étaient aux achats, des gens qui étaient chefs de projet, des gens au RH. Enfin, c'est plus une vocation que... c'est un rôle, c'est pas un titre. Et en fait, ce rôle, n'importe qui peut aller le chercher. Il faut, je pense, avoir les chakras très ouverts, être curieux, être capable de fédérer, de trouver un consensus et de montrer aux autres qu'on comprend leur métier alors qu'eux n'ont pas la compréhension de tout ce qu'on va devoir gérer. Et c'est ça l'équation un peu compliquée qui est sur la table aujourd'hui pour l'évolution de ce métier de mon point de vue. Je suis vraiment tout à fait aligné. Et c'est, je pense, exactement la même chose partout au niveau européen. En fait, c'est une fonction qui passe d'une fonction plus technique opérationnelle à une vraie fonction d'entremetteur, de personnes qui viennent avec du soft skills plutôt que des hard skills. Il est impossible aujourd'hui, quand vous êtes un gestionnaire de flotte, de connaître toutes les législations, de parler avec tous vos interlocuteurs, d'aller comprendre l'ensemble des paramètres HR, ESG, environnemental, fiscal, réglementaire, en termes opérationnels. Si en plus vous avez une dimension, ne fût-ce que binationale, c'est encore plus impossible. Donc, vous devez aller avoir l'humilité de considérer que vous ne savez pas tout, d'aller chercher la bonne information partout dans votre boîte. Ça, c'est vraiment ce premier impact, c'est d'avoir l'humilité de ne pas tout savoir sur tout. C'est plus possible. Bien sûr. C'est trop complexe. Et si vous êtes en plus multinational, c'est en tout cas tout à fait impossible. Donc cet élément d'humilité, de soft skills, d'être celui qui va chercher la bonne info. Et puis alors après, vous devez utiliser cette même capacité pour aller convaincre en interne. Et vous pouvez aujourd'hui convaincre des TCO où on montre que bien acheter, d'avoir une bonne flotte automobile, non seulement ça vous fait gagner de l'argent, mais en plus ça vous fait respecter l'ensemble de vos engagements par rapport à vos clientèles sur l'environnement, mais que ça vous permet d'être aussi attractif. Les nouvelles générations qui viennent sur le marché d'emploi, ils ne regardent plus la voiture comme ils la regardaient avant, ils ne regardent plus la mobilité comme ils la regardaient avant. Ils sont d'autant plus impactés si une entreprise respecte ce qu'elle a pris comme engagement en termes environnementaux. Tous ces éléments-là font que aujourd'hui, cet élément de fleet manager, de mobility manager, de plus en plus, il faut qu'ils parviennent à se dire, qu'ils aient l'humilité de se dire, je ne sais pas tout savoir, je vais chercher la bonne info au bon endroit, et surtout de devenir l'ambassadeur de cette bonne politique de flotte au sein de la boîte pour parler aux bonnes personnes. C'est le bon mot, ambassadeur. J'aime bien. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est d'autres skills. Bien sûr. C'est pas du bon français, désolé. C'est d'autres compétences, hein, voilà. C'est d'autres compétences. Et donc il faut faire cette mue. Il faut faire et il faut accepter que ces métiers-là évoluent, changent. Mais aussi, ça veut dire que ce sont des métiers qui sont de plus en plus déterminants dans une boîte. Et c'est pour ça que je fais souvent le lien avec les entreprises pour qui la mobilité est dans le core business. Vous êtes un postier, ou vous êtes un distributeur de colis express, ou vous avez énormément de voitures sur la route, un ascenseur. Eux, ils ont déjà compris ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, eux, l'élément de mobilité est tellement impactant dans leur day-to-day opérationnel qu'ils ont compris ça. Et les autres, ils devraient le comprendre très très vite. Parce que plus on va le comprendre vite, plus on pourra être rentable, bien sûr, respecter ses obligations environnementales et également valoriser sa boîte d'un point de vue ressources humaines. Et donc ceux qui le comprendront le plus vite seront ceux qui, en termes de concurrence et en termes de positionnement marché, auront véritablement un avantage.
Oui, Philippe. J'ai juste un point, une observation, parce qu'on projette. Alors pour conclure, Philippe, parce que nous avons encore quelques minutes, je vous laisse. Je vais aller très vite, mais on a un syndrome Radéville-Radéchamps qu'il faut quand même considérer, c'est qu'aujourd'hui, vivre en métropole ou vivre en milieu rural, eh bien, quand je parlais des mobilités, on va rester contraint à des mobilités très classiques dans certains cas, et donc on va devoir toujours conserver cette gestion-là. Donc c'est pas une révolution, c'est vraiment une évolution de ce métier. Bien sûr. Non, mais c'est important de le signaler, de le signifier, parce que c'est vrai qu'on n'est pas égaux suivant les régions, et on a des types de transports qui sont différents, donc c'est important effectivement de le signaler. Donc voilà, donc on arrive au terme. Alors sauf si vous avez un dernier mot à dire, je ne sais pas si Melchior, vous souhaitiez également. Non, c'est vrai qu'on a couvert pas mal de points. C'est très intéressant, ce dernier élément, Radéville-Radéchamps. C'est vrai que là, on sent qu'il reste, c'est ce que j'ai dit, il y a des tendances européennes qui sont très claires, mais c'est vrai qu'on remarque que, par exemple, la France, les changements de législation, ils ont été particulièrement impactants. La centralisation de la France et la désertification, même en termes de mobilité, du non-Paris. C'est peut-être un petit peu trop caricatural, mais c'est vrai que c'est encore plus fort. Donc, mais on remarque ces tendances-là partout, mais c'est vrai que le fait de regarder de manière européenne permet de voir qu'il y a quand même encore des endroits où c'est un peu plus fort que d'autres, et la France, sur certains aspects, va un peu plus loin, dans le bon ou dans le mauvais, mais ça, c'est vrai dans tous les pays. Exactement, très bien. Merci beaucoup Melchior, et merci Philippe pour ces éclairages, c'est très intéressant. Merci pour l'invitation et pour l'initiative. C'était un grand plaisir de vous accueillir. Et puis effectivement, on se retrouve pour notre prochain événement d'ici quelques semaines. Donc moi, ce que je retiens, c'est environnement, c'est également, on l'a cité, c'est évolution du métier vers un métier qui se professionnalise, donc c'est plutôt effectivement pertinent. La fiscalité est quand même pas mal ressortie également, et le Radéville-Radéchamps, c'est pas mal également, parce que c'est vrai qu'on n'est pas égaux devant les mobilités, donc il va falloir travailler également sur ce sujet. Donc merci d'avoir participé à ce rendez-vous, et à très vite. Merci, au revoir.